Ma belle-mère est allée à Paris avec la maîtresse de mon mari pendant que j'étais hospitalisé pour une fausse couche causée par son infidélité. Alors j'ai vendu la maison qui était à mon nom. Maintenant, 3 jours plus tard, il supplie à ma porte. S'il vous plaît, pardonnez-nous juste cette fois. Nous étions hors de nous. 3 jours plus tard, ma belle-mère était à genoux sur le perron de mes parents, se tordant les mains dans une supplication désespérée. C'était difficile à croire. Quelques jours auparavant à peine, elle avait qualifié ma fausse couche de coup de malchance pour sa famille. Pendant que mon mari montait nonchalamment dans un avion pour Paris avec sa famille et sa maîtresse, j'avais discrètement fait mes valises dans l'appartement de luxe où nous vivions et vendu celui que ses parents occupaient. Après tout, les 2 titres de propriété étaient légalement à mon nom. Mais ce pourquoi il venait pleurer n'était pas seulement l'immobilier. Les preuves que j'avais rassemblées étaient la clé qui anéantirait complètement la vie de mon mari. Au moment où le gel froid de l'échographie a touché mon bas-ventre, la main du docteur s'est arrêtée. Sur le moniteur, il y avait un minuscule point rond, mais la petite lumière qui aurait dû clignoter à l'intérieur, elle était introuvable. Allongé sur la table d'examen, j'ai fixé le visage du docteur. « Solange, ce que je vais vous dire va être très difficile. Vous devez vous préparer, » a dit le docteur Fournier avec précaution. Mes doigts sont devenus glacés. Je ne trouve pas le battement de cœur du bébé. Il semble qu'il se soit arrêté il y a environ 2 semaines. Je suis tellement désolé. Je n'ai pas pu assimiler les mots tout de suite. Mes oreilles les ont entendus, mais mon cerveau a refusé d'accepter la réalité. J'ai juste regardé fixement ce minuscule point immobile sur l'écran. « S'il vous plaît, docteur. » Le docteur Fournier a vérifié une fois de plus. Il était là hier. Je l'ai senti. Mon bébé était vivant. « S'il vous plaît, juste une fois de plus, » ai-je supplié, ma voix tremblante. Le docteur a simplement secoué la tête avec une expression de profonde compassion. « Solange, je sais à quel point vous vous êtes battue pour concevoir. Cela rend les choses encore plus déchirantes, mais une fausse couche naturelle n'est pas de votre faute. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi à protéger le bébé. » Cet après-midi-là, le docteur a effectué la procédure nécessaire. Alors que j'étais allongé dans la salle de réveil, elle a fermé mon dossier et m'a donné des instructions fermes. La procédure s'est bien passée, mais vous avez besoin d'un repos complet. Vous devez rester au lit pendant au moins 1 semaine jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Ne soulevez rien de lourd et restez au chaud. Si vous avez de la fièvre ou si le saignement s'aggrave, vous devez vous rendre immédiatement aux urgences. J'ai juste fait un léger signe de tête, fixant le plafond. Chaque mot qu'elle a dit a simplement flotté devant mes oreilles. En quittant la clinique, je me suis effondré sur un banc dans le couloir vide. Le sac que je serrais a glissé de mes doigts et a heurté le sol, laissant tomber une petite grenouillère blanche tricotée à la main sur le carrelage froid. Je l'avais repassé tard la veille au soir. Je l'ai ramassé lentement et l'ai pressé fortement contre ma poitrine. Les mains tremblantes que j'avais eues à chaque fois que je faisais un test de grossesse au cours des 10 dernières années et les larmes que j'avais versées juste pour voir ces 2 lignes roses. J'avais l'impression que tout avait disparu en un instant. En quittant l'hôpital, j'ai hélé un taxi, mais je suis resté assise, hébétée, ne sachant où aller. « Où, madame ? Vous allez bien ?» a demandé le chauffeur, me regardant dans le rétroviseur. « Les résidences du parc, s'il vous plaît. » Bâtiment B. « Prenez votre temps, ai-je réussi à dire. Alors que le taxi s'engageait dans le complexe, je pouvais voir l'autre immeuble d'appartements de luxe de l'autre côté de la rue. Il y a 5 ans, avec l'argent que mon père nous avait donné, j'avais acheté cet appartement entièrement à mon nom. Cependant, ma belle-mère, Béatrice, y vivait comme si c'était le couronnement de sa vie. Aujourd'hui, la lumière du soleil se reflétant sur les fenêtres de son balcon semblait inhabituellement froide. Arrivé à ma porte d'entrée, j'étais sur le point de composer le code quand j'ai entendu mon mari, Michel, rire bruyamment à l'intérieur. « Maman, tu peux acheter ça au duty-free de Roissy. Pas besoin d'aller en ville. Je t'achèterai tout. Sérieusement, maman, tu es incroyable. Je vais te gâter à mort pendant ce voyage, alors ne t'inquiète de rien. » Michel semblait absolument euphorique. Je n'ai pas pu me résoudre à appuyer sur le clavier. Je suis resté longtemps devant la porte, écoutant ses rires. Finalement, j'ai ouvert la porte et suis entré. Michel, qui était affalé sur le canapé du salon,
a raccroché son téléphone et m'a regardé avec agacement. Pourquoi tu fais encore cette tête? Tu reviens du médecin. Maintenant, quoi? Je n'avais même pas la force d'enlever mes chaussures. Je suis juste resté dans l'entrée. Michel, le bébé. Notre bébé. Les mots se sont coincés dans ma gorge. J'ai serré la petite grenouillère blanche dans mes mains si fort que mes jointures sont devenues blanches. Le cœur du bébé s'est arrêté. C'est ce que le docteur a dit. Quand j'ai finalement réussi à le dire, Michel a poussé un soupir irrité et s'est redressé. Quoi? Ça n'a pas encore marché, mon Dieu. Pourquoi faut-il toujours que tu gâches tout? 10 ans d'attente et voilà ce que nous obtenons. Je n'en croyais pas mes oreilles. Michel, qu'est-ce que tu viens de dire? Nous parlons de notre bébé. Fais attention à tes paroles. Tu penses que c'est la première fois que ton corps échoue? 10 ans de mariage. Tu as à peine pu tomber enceinte, et quand tu y parviens enfin, tu ne peux même pas le garder. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Que j'ai le bébé à ta place. Michel a passé une main brutalement dans ses cheveux et a ricané. Michel, le docteur m'a explicitement dit aujourd'hui que ce n'était pas de ma faute. Ce dont j'ai besoin en ce moment, ce n'est pas de tes critiques. J'en ai assez. Arrête. J'ai un mal de tête énorme. Le travail est une montagne de stress, et dès que je rentre à la maison, ce sont tes larmes, tes visites à l'hôpital, tes problèmes. J'en ai marre. Laisse-moi respirer, a crié Michel, me tournant le dos et se dirigeant vers la chambre principale. Michel, je n'essaie pas de me battre. Tiens-moi juste pour aujourd'hui. S'il te plaît, sois de mon côté. J'ai tendu une main tremblante, mais il n'a même pas regardé en arrière. Il a claqué la porte de la chambre. Le bruit de cette porte claquant a planté un clou droit dans mon cœur. Je me suis effondré sur le sol de l'entrée, enfouissant mon visage dans la petite grenouillère. Je suis resté là longtemps, incapable de faire le moindre bruit, mes épaules secouant violemment tandis que le tic-tac de l'horloge du salon résonnait dans la maison vide. Le lendemain matin, la sonnette a retenti, me forçant à traîner mon corps lourd. Je n'avais pas dormi une seule minute. Mes yeux étaient gonflés, mes lèvres gercées et sèches. Quand le pêne s'est déverrouillé, ma belle-mère, Béatrice, et ma belle-sœur, Chloé, sont entrées comme si elles étaient chez elles. Oh mon Dieu, regardez l'état de cette maison. Vous avez renoncé au ménage? Je ne sais pas si c'est une maison ou un débarras. Mon pauvre Michel doit manger et dormir dans un taudis comme ça. Béatrice a claqué la langue, inspectant le salon avant de s'effondrer sur une chaise de salle à manger. Elle a ramassé un verre d'eau éventé que j'avais laissé la veille, a bu une gorgée et a grimacé. Béatrice, laissez-moi vous chercher de l'eau fraîche. Juste un instant, ai-je dit, essayant de marcher vers la cuisine, mais elle m'a repoussé d'un geste. Oublie ça. L'eau a un goût aussi insipide que ton visage. Quoi qu'il en soit, j'ai entendu dire par Michel que tu étais allé à l'hôpital. Encore un échec, hein? Elle m'a regardé de haut en bas par-dessus ses lunettes. Béatrice, le cœur du bébé s'est arrêté. C'était si soudain. Très bien, ça suffit. Arrête d'en parler. Juste l'entendre porte malheur. Je ne suis pas venu ici ce matin pour écouter des histoires déprimantes, a-t-elle claqué, me coupant complètement. Béatrice, en ce moment je suis physiquement et mentalement épuisé. S'il vous plaît, si vous pouviez juste m'épargner ces mots. Je me suis accroché au dossier de la chaise de salle à manger pour me tenir droite. Épuisé? De quoi as-tu à être épuisé? C'est notre famille qui souffre. La belle-fille d'à côté a eu 3 enfants en pleine santé juste après s'être mariée. Tu traînes ça pendant 10 ans et tu ne peux même pas protéger le seul que tu as enfin. Tu ne peux même pas prendre soin de ton propre corps. Comment peux-tu te dire une femme? J'ai honte de dire aux gens que tu es ma belle-fille. Elle a claqué sa paume sur la table à manger. Tout mon corps s'est figé. J'ai senti quelque chose de très profond à l'intérieur de ma poitrine se briser complètement. As-tu la moindre idée de ce que Michel a perdu en t'épousant? Il dirige une entreprise, paie tes frais d'hôpital, marche sur des œufs autour de toi. Quand un homme gagne de l'argent et rentre à la maison, il a besoin de paix. Mais tu es toujours allongé, ressemblant à un fantôme, gâchant l'ambiance. Que feras-tu si Michel trouve quelqu'un à l'extérieur qui lui apporte plus de confort?
Pleurer ne te sauvera pas alors. Elle a tordu ses lèvres en un sourire cruel. J'ai mordu ma lèvre et j'ai baissé les yeux, sentant le goût métallique du sang dans ma bouche. Pendant ce temps, Chloé est sortie de la chambre d'amis, l'air ébouriffé. Elle tenait son téléphone dans une main et repoussait ses cheveux de l'autre, s'effondrant sur le canapé sans quitter l'écran des yeux. Maman, notre vol part tôt demain matin. Nous devons être à Roissy pour 5h30 du matin. Tu as fait les passeports et l'argent liquide? Solange peut faire le reste des valises. Chloé a jeté les mots, ses yeux toujours rivés sur son téléphone. Oh, c'est déjà demain. Mon Dieu, j'ai tellement de choses à emballer. Solange, tu ferais mieux de te dépêcher, a dit Béatrice, sa voix devenant instantanément pétillante et excitée. Chloé, où as-tu dit que nous logions à Paris déjà? Nous avons une suite incroyable réservée juste à côté des Champs-Élysées. C'est immense, et nous avons des réservations dans un restaurant étoilé Michelin. Quand je posterai ces photos, mes amis vont mourir d'envie. Chloé a finalement levé les yeux, souriant à sa mère. Oh, ça fait si longtemps que nous n'avons pas eu de vraies vacances de luxe. Nous avons besoin d'un changement de décor après tant de nouvelles moroses à la maison. Au fait, Chloé, tu as emballé les chemises de ton frère? A demandé Béatrice. Ma prise sur la chaise s'est resserrée jusqu'à ce que mes doigts s'engourdissent. Béatrice, je pensais que ce voyage n'était que pour vous et Chloé. Michel? Michel y va aussi? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Béatrice m'a regardé de travers par-dessus ses lunettes et a ricané. Écoutez-la. Bien sûr qu'il y va. Michel a payé tout le voyage. Pourquoi serait-il exclu? Ne soyez pas ridicule. J'ai posé délicatement mes deux mains sur la table et j'ai essayé une dernière fois. Béatrice, hier à l'hôpital, vous savez ce qui s'est passé. Le docteur m'a explicitement dit que je ne pouvais pas faire le moindre effort et que j'avais besoin d'un repos strict au lit. Pourriez-vous s'il vous plaît laisser Michel rester à la maison cette fois-ci? J'ai tellement peur de rester seul dans cette maison. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Un bref silence est tombé sur le salon, suivi par le bruit de Béatrice claquant à nouveau la table. Quel genre de sottise est-ce? Vous attendez que Michel zappe des vacances qu'il a gagnées après avoir travaillé toute l'année et supporté sa femme malade juste pour vous servir à la main et aux pieds? Essayez-vous de gâcher un voyage pour sa mère et sa sœur? Êtes-vous vraiment une personne aussi répugnante? La voix de Béatrice a rebondi sur les murs. Chloé a ricané depuis le canapé, ses yeux de nouveau sur son téléphone. Solange, tu es tellement égoïste. Laisse Michel respirer. S'il reste coincé à tes côtés, il va juste être plus stressé. J'ai senti toute la force quitter la main qui tenait la chaise. Quelque chose de très profond en moi, le dernier fil fragile auquel je m'accrochais a cassé. Le son de cette rupture était assourdissant, mais seulement pour moi. Béatrice, je me sens extrêmement étourdi. Je vais m'allonger dans ma chambre. Je ne suis pas en état de faire mes valises. Ai-je réussi à dire? Béatrice a agité la main d'un geste dédaigneux. Bien. Va faire ta dramatique et allonge-toi. Mais ne pense pas que tu vas rester là pour toujours. Sors un peu plus tard et aide-nous à faire nos valises. Tu es la seule à savoir où sont les chaussettes et les chemises de Michel. Si une femme doit rester à la maison, elle devrait au moins faire ça. Au lieu de répondre, j'ai fait un léger signe de tête et me suis retiré dans la chambre principale. Debout devant mon miroir de coiffeuse, la femme qui me regardait ressemblait à une étrangère. Des cernes sombres ombraient ses yeux. Ses pommettes étaient creuses et sa peau avait un teint anémique et sans vie. La femme qui se frottait tendrement le ventre la veille au matin avait disparu. J'ai lentement passé mes doigts sur le verre du miroir. La femme à l'intérieur a tremblé en me regardant. J'ai entendu un son froid et dur résonner du plus profond de ma poitrine. Une idée glaçante a lentement commencé à s'insinuer dans mon esprit. Peut-être devrais-je complètement couper les 10 dernières années de ma vie. Depuis le salon, j'entendais Béatrice et Chloé traîner des valises, le cliquetis des cintres et leurs rires excités. Tournant le dos au bruit, j'ai doucement ouvert le tiroir de la coiffeuse. Mes doigts ont effleuré un petit carnet noir caché au fond. À l'intérieur se trouvaient quelques lignes que j'avais griffonnées tard un soir, 2 semaines auparavant. Je n'ai pas sorti le carnet. J'ai juste lentement fermé le tiroir. Une voix tranquille en moi a murmuré que ce n'était pas encore le moment.
J'ai étalé la petite grenouillère blanche sur la coiffeuse. Le tissu blanc pur a légèrement tremblé sous la lumière du matin. J'ai posé ma paume dessus et je suis resté là longtemps. Les rires de la mère et de la fille à l'extérieur semblaient s'éloigner de plus en plus. Et dans cette distance grandissante, quelque chose de froid et de résolu a lentement commencé à s'éveiller en moi. En regardant la grenouillère, les souvenirs de ce jour d'il y a 2 semaines sont revenus à mes doigts. J'ai fermé les yeux, me laissant entraîner dans cette chronologie floue. C'était un mardi après-midi il y a 2 semaines. En quittant le cabinet du gynécologue obstétricien après avoir appris que j'étais enceinte de 2 mois, je serrais une photo d'échographie en noir et blanc dans ma main. Fixant ce petit point de la taille d'un haricot, je me tenais au milieu du couloir de l'hôpital, riant et pleurant en même temps. Soudain, le visage de Michel m'est venu à l'esprit. À quel point serait-il heureux? Tenant la photo, je me suis précipité directement au bureau de Michel, dans le centre de Paris. Dans une main, je portais une part de son gâteau préféré, et dans l'autre, la petite photo. Il y a 5 ans, avec les 500 000 € que mes parents nous avaient donnés, nous avions créé cette start-up. Le bureau exécutif était au 4e étage de l'immeuble, une entreprise enregistrée à 100% à mon nom. En sortant de l'ascenseur, la réception était étonnamment vide. J'ai marché sur la pointe des pieds vers le bureau du PDG, espérant le surprendre. La lourde porte en acajou était légèrement entr'ouverte. « Chérie, où allons-nous après le travail ?» Une voix nasale de femme inconnue a glissé par la fente. Mes pieds se sont figés sur la moquette. « Où ma Justine voudra aller, je t'emmènerai dans un endroit incroyable, » a répondu la voix de Michel, dégoulinant d'un ton affectueux que je n'avais pas entendu depuis des années. Avec des mains tremblantes, j'ai poussé la porte un peu plus. Michel était appuyé contre le bord de son bureau en acajou, un bras enroulé autour de la taille d'une femme inconnue. Elle portait un élégant blazer noir et du rouge à lèvres rouge foncé, faisant tournoyer la cravate de Michel autour de son doigt et ricanant. « Chérie, et si ta femme se plaint encore ? Ne t'inquiète pas pour elle. Elle ne sait rien des affaires ni de mon emploi du temps. Elle reste juste à la maison à se plaindre des symptômes de la grossesse. » Michel a ricané, se penchant lentement pour embrasser les lèvres de la femme inconnue. J'ai failli laisser tomber la boîte à gâteaux. J'ai couvert ma bouche avec les 2 mains, mes respirations chaudes et rapides frappant mes paumes. Un parfum musqué lourd et écœurant, une odeur que je n'avais jamais sentie dans notre maison, s'est répandue dans le couloir. L'idée que cette odeur épaisse et collante s'attarderait sans aucun doute sur les vêtements de Michel m'a traversé l'esprit. Je me suis reculé de la porte, trébuchant vers l'escalier de secours. J'ai poussé la lourde porte métallique et me suis effondré sur les marches en béton froid. La photo d'échographie a glissé de ma main, flottant sur une marche. J'ai couvert ma bouche, laissant échapper des sanglots silencieux et angoissés. Mes épaules convulsaient et j'avais l'impression que ma poitrine était déchirée, mais je ne pouvais pas me permettre de faire le moindre bruit. Les 10 dernières années, les larmes que j'avais versées à ses côtés à chaque fois que ses précédentes entreprises échouaient. Le moment où je m'étais agenouillé devant mes parents pour implorer leurs économies de retraite, tout est revenu en force. J'ai lentement ramassé la photo d'échographie tombée et l'ai pressée contre mon cœur. J'ai bercé ce minuscule poing à 2 mains, le fixant longtemps avant de mordre ma lèvre et de me lever. Pas maintenant. Si je fais tout exploser maintenant, je perds tout. Appuyé contre le mur de l'escalier, j'ai méticuleusement passé en revue les faits dans ma tête. Les 100% des parts de l'entreprise, le titre de propriété de l'appartement de mes beaux-parents, les cartes de crédit d'entreprise émises à son nom, la reconnaissance de dette de 500 000 € à mes parents. La réalité limpide était que chacun de ces actifs était légalement bloqué à mon nom. Cette nuit-là, j'étais couché à côté de Michel. Ses vêtements dégageaient encore faiblement ce lourd parfum musqué. Mais je me suis juste tenu fixant le plafond, jouant le rôle de l'épouse ignorante. Ma poitrine me faisait l'impression d'être transpercée par un pic à glace, mais pas une seule fois je n'ai tourné la tête vers lui. « Michel, quelque chose d'intéressant s'est-il passé au travail aujourd'hui ?» ai-je demandé de mon ton habituel. Il a tiré les couvertures, l'air complètement désintéressé. « Rien de spécial, l'habituel. » J'ai fermé les yeux. Une sorte d'eau noire toxique semblait monter dans ma poitrine, mais je n'ai pas laissé mon expression faiblir une seule seconde. À partir de ce jour, je n'ai jamais une seule fois mentionné à Michel ce qui s'était passé au bureau. J'ai enduré la douleur insupportable dans ma poitrine chaque nuit, jouant le rôle de la femme malade souffrant de graves nausées matinales.
C'est ainsi que 2 semaines se sont écoulées jusqu'à hier matin, quand on m'a dit que ma petite étoile avait cessé de briller. J'avais porté le poids insupportable de son infidélité, maintenant aggravé par le chagrin écrasant d'une fausse couche. Ouvrant les yeux, je suis revenu au présent. La femme dans le miroir de la coiffeuse, celle qui avait traversé le pont entre hier et aujourd'hui, me regardait fixement. Depuis le salon, la voix excitée de Chloé a retenti à nouveau. Maman, ma nouvelle belle-sœur dit que nous devons prendre des photos à la Tour Eiffel. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai appuyé ma main contre la porte de la chambre. Nouvelle belle-sœur. Chloé, qui appelles-tu ta belle-sœur maintenant? A répondu Béatrice au milieu des rires. Maman, tu sais qu'elle vient pour ce voyage. La fille qui aide Michel au bureau le traite comme un roi. Elle pourrait vraiment devenir ma nouvelle belle-sœur. Ma paume s'est aplatie contre la porte en bois. Mes doigts tremblaient si violemment que je ne pouvais pas l'ouvrir. Oh, Chloé, ta nouvelle belle-sœur nous achète même des trucs de créateur sans hésiter. La femme actuelle a vécu avec nous pendant 10 ans et n'a même pas acheté un sac à main décent à sa belle-mère. Béatrice a ajouté, sa voix aiguë d'excitation. J'ai mordu ma lèvre et j'ai posé mon front contre la porte. Le lendemain matin, mes beaux-parents et Michel étaient debout à l'aube, préparant leur sac pour Roissy. J'ai laissé la porte de la chambre légèrement entr'ouverte et j'ai regardé Michel vérifier son reflet dans le miroir du couloir, ajustant le col de son manteau gris foncé coûteux. Michel, bon voyage, ai-je forcé. Il m'a regardé à travers le miroir et a répondu sèchement, prends soin de toi. Maman viendra te voir dans quelques jours. Alors qu'il roulait ses bagages vers la porte, ce lourd parfum musqué que j'avais senti dans son bureau 2 semaines auparavant s'est échappé de son manteau. Luttant contre la piqûre dans mon nez, j'ai murmuré doucement à son dos, fais attention. Béatrice est sortie portant un tout nouveau sac Chanel, fredonnant une mélodie tandis que Chloé restait rivée sur son téléphone, riant à gorge déployée. Ce n'est qu'après que la porte d'entrée se soit fermée que je suis entré au centre du salon. J'ai pris mon téléphone sur la table basse presque machinalement et j'ai ouvert l'Instagram de Chloé. Elle venait de télécharger une nouvelle photo du salon VIP de l'aéroport. Chloé était bras dessus bras dessous avec une femme en blazer noir tenant un sac de shopping de luxe de l'autre main. La légende disait, prévol pour Paris avec ma nouvelle belle-sœur, décollage imminent. J'ai zoomé sur le visage de la femme, blazer noir, rouge à lèvres rouges. C'était exactement le même visage que j'avais vu dans le bureau de Michel il y a 2 semaines. Justine. J'ai ensuite vérifié la page Facebook de Béatrice. Elle avait posté une photo d'elle assise dans une cabine de première classe avec le texte « Ma future belle-fille m'a acheté ce billet ». C'est ça le vrai luxe. Je me suis tenu au centre du salon, serrant mon téléphone. Le son de 10 ans de ma vie se brisant en 1 million de morceaux a résonné autour de moi. Les larmes que j'avais versées sur la grenouillère du bébé n'étaient plus de la tristesse. Elles se calcifiaient en quelque chose de froid, de coupant et d'absolu. J'ai posé le téléphone et j'ai levé les yeux vers le mur du salon. Accroché fièrement, il y avait une immense photo encadrée de Michel lors de son inauguration en tant que PDG. Je l'ai fixée un long moment, puis j'ai lentement esquissé un sourire tordu. Très bien, si c'est comme ça que tu veux jouer, a résonné ma voix basse dans la maison vide. Mes doigts avaient cessé de trembler. Le petit carnet noir caché au fond de ma coiffeuse, celui que j'avais veillé à écrire après avoir dévalé les escaliers de secours. Je suis lentement retourné dans la chambre principale et j'ai ouvert le tiroir. Passant mon doigt sur les pages, j'ai lu les lignes une par une. Part de l'entreprise 100% Solange. Acte de propriété de l'appartement des beaux-parents, propriété exclusive Solange. Acte de propriété du domicile conjugal, propriété exclusive Solange. Reconnaissance de dette de 500 000 € à papa. Historique des transactions des cartes de crédit d'entreprise. Chaque ligne était aussi nette et claire qu'une lame de rasoir. Fermant le carnet, j'ai caressé la grenouillère blanche une dernière fois. Une seule larme est tombée sur le tissu pur. Je l'ai essuyée brutalement du revers de la main. La voix tranquille à l'intérieur de ma poitrine m'a rappelé que je n'avais plus le temps de pleurer. Le carnet à la main, je suis retourné dans le salon. La photo arrogante de Michel en PDG a de nouveau rempli mon champ de vision. Cette fois, au lieu de la rage, un souvenir d'il y a 5 ans s'est superposé à son visage suffisant. Il y a 5 ans, la petite entreprise d'import-export de Michel était au bord de la faillite en raison de son expansion imprudente.
Il n'était pas sorti du lit depuis des jours et les créanciers frappaient à notre porte. À l'époque, je travaillais comme comptable salarié dans une entreprise de taille moyenne. Chaque week-end, je m'asseyais à côté de Michel, passant des nuits blanches à essayer d'organiser ses dettes. Michel, ça ne va pas marcher. Je vais supplier mes parents. Juste cette fois, lui avais-je dit. Michel a saisi mes mains comme si je lui lançais une bouée de sauvetage. Solange, sérieusement, si tu m'aides juste cette fois, je passerai le reste de ma vie à te rembourser. Cette nuit-là, je me suis agenouillé dans le salon de mes parents. Papa, maman, je suis tellement désolé. S'il vous plaît, aidez-nous juste cette fois. Mon père a regardé silencieusement le plafond pendant longtemps avant de placer lentement un livret de banque devant moi. C'est notre fonds de retraite. Ta mère et moi allions déménager à la campagne et faire de l'agriculture. Il y a 500 000 € ici. Ma mère a mordu sa lèvre et a détourné le regard. Papa, je suis tellement désolé. Je promets que nous vous rembourserons à une condition, a dit mon père fermement. La nouvelle SARL sera établie entièrement à ton nom, pas celui de Michel. Une personne doit contrôler ses propres actifs pour survivre. C'est la leçon la plus difficile que j'ai apprise dans ma vie. Ce décret absolu de mon père est devenu le pilier en titane qui me soutenait aujourd'hui, 5 ans plus tard. J'ai immédiatement quitté mon emploi et créé une nouvelle SARL uniquement à mon nom. J'ai loué un entrepôt, interviewé du personnel et baissé la tête devant les fournisseurs pour négocier les tarifs. Michel détenait le titre de PDG en nom seulement. C'est moi qui gérais les opérations, la logistique et transpirais sur le terrain. J'ai mis un lit de camp dans mon bureau et j'ai travaillé sans arrêt, me levant à 5 heures du matin pour vérifier l'entrepôt, sautant le déjeuner pour rendre visite aux clients, restant jusqu'à 23 heures pour rédiger des propositions. En 3 ans, l'entreprise a atteint 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et s'est stabilisée. Mais à mesure que l'entreprise grandissait, l'attitude de Michel a changé. Un jour, une toute nouvelle Mercedes Classe S louée au nom de l'entreprise est apparue sur le parking. Michel, qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé, stupéfaite. Il a juste haussé les épaules. Le PDG doit conduire quelque chose comme ça. Il s'agit de projeter une image au client. J'étais trop épuisé par la gestion de l'entreprise pour me disputer avec lui. À partir de ce moment, Michel a commencé à passer ses week-ends sur des terrains de golf coûteux avec des fournisseurs tout en négligeant les opérations réelles. Il se vantait à chaque dîner de réseautage, « J'ai un vrai talent pour les affaires. Nous avons atteint 5 millions l'année dernière. J'ai construit cet endroit de toutes pièces. » Je m'asseyais à côté de lui, me mordant la lèvre, sirotant ma boisson. Je ne pouvais pas l'interrompre devant nos clients parce que j'étais enfoui dans la boue financière et opérationnelle. Je n'avais jamais examiné que les totaux agrégés de l'utilisation des cartes d'entreprise de Michel chaque trimestre. Je voyais une ligne comme carte de Michel T6000. Je la classais et retournais au travail jusqu'à ce que je sois témoin de ce baiser dans son bureau. Je n'avais jamais examiné les relevés détaillés. De retour au présent, j'ai décroché la photo du PDG du mur. J'ai laissé tomber le cadre en verre face contre le parquet. Le craquement lourd et aigu a résonné dans l'appartement vide. Je suis allé directement au bureau de Michel. Sur son bureau en acajou immaculé se trouvait un verre de whisky vide et des cartes de visite éparpillées. Je me suis agenouillé devant le petit coffre-fort caché derrière sa bibliothèque. Le code était la même séquence à 6 chiffres dont il s'était fièrement vanté le jour où il avait eu sa Mercedes. Le coffre-fort s'est ouvert en cliquant, révélant une pile de dossiers cartonnés. Je les ai sortis et les ai étalés sur la table basse, les statuts de la SARL, le sceau de l'entreprise, l'acte de propriété de l'appartement de sa mère, l'acte de propriété de notre domicile conjugal, et une copie notariée de la reconnaissance de dette de 500 000 € à mon père. Il n'y a pas un seul élément ici portant le nom de Michel, ai-je murmuré, passant mes doigts sur les registres fonciers. Mis à part le titre cérémoniel de PDG, 100% des parts de la société m'appartenaient entièrement. Les 2 propriétés étaient à moi seul. Prenant une profonde inspiration, j'ai senti mes mains se stabiliser complètement. J'ai pris le téléphone et appelé Maître Dubois, l'avocat d'entreprise qui avait géré nos affaires juridiques pendant 5 ans. Allô, Solange. Qu'est-ce qui vous amène à appeler à cette heure-ci ? Sa voix calme est venue par la ligne. Maître Dubois, j'ai beaucoup à vous demander. S'il vous plaît, prenez des notes, ai-je dit, contrôlant ma respiration. Premièrement,
lancer le processus de suspension immédiate de Michel en tant que PDG. Rédiger la résolution d'urgence du conseil d'administration. Deuxièmement, envoyer la convocation pour une assemblée générale extraordinaire des actionnaires en votre nom. Maître Dubois a marqué une pause, son ton changeant. Solange, il s'est passé quelque chose? Beaucoup de choses se sont passées. Je vous donnerai les détails demain à votre bureau. Oh, et une dernière chose. Contactez la banque et mettez à zéro les limites de toutes les cartes d'entreprise émises à Michel immédiatement. Gelez-les complètement. J'aurai les documents de procuration prêts. J'ai raccroché le téléphone. Dehors, la fenêtre, le soleil de l'après-midi se couchait dans un rouge profond. J'ai regardé la lumière cramoisie ramper sur le mur du salon. Organisant les papiers sur la table, j'ai sorti une mallette en cuir du placard et j'ai soigneusement empilé les documents à l'intérieur, les actes de propriété, le sceau de l'entreprise, la reconnaissance de dette. Avec chaque document qui entrait dans le sac, j'avais l'impression de démanteler méticuleusement les 10 dernières années de ma vie. Fermant la mallette, je me suis assise sur le sol, posant mes mains sur le cuir. Tu as survécu 10 années entières, Solange, me suis-je murmuré. Je me suis levé et j'ai marché vers la coiffeuse. J'ai caressé la grenouillère blanche une dernière fois. Dans les ombres grandissantes de l'appartement, le tissu blanc immaculé semblait briller. Sa texture sous mes doigts a établi un pouls rythmique régulier à l'intérieur de ma poitrine. À l'aube, j'avais la mallette qui attendait près de la porte. Vers 6 heures du matin, mon téléphone a vibré avec un autre message Instagram de Chloé. C'était une photo d'elle et Justine devant la boutique Hortax de Roissy, faisant des signes de paix. La légende disait, embarquement dans 5, Paris, nous arrivons. J'ai fait une capture d'écran du message, l'ai sauvegardé et j'ai fourré mon téléphone dans mon sac à main. À exactement 9 heures du matin, je suis entré dans l'agence immobilière la plus agressive de notre quartier. Excusez-moi. J'aimerais mettre en vente l'appartement 1701 dans le bâtiment B des résidences du parc, ai-je dit à l'agent. Waouh, cet appartement est une propriété de choix. La valeur marchande est d'environ 1,4 million d'euros en ce moment. Quel prix avez-vous en tête? A demandé l'agent, remontant ses lunettes. Mettez-le en vente pour une vente rapide au comptant. Fixez un prix pour qu'il parte vite. Si vous trouvez un acheteur au comptant en 3 jours, je doublerai votre commission. La mâchoire de l'agent est tombée. Madame, à ce prix-là, j'aurai une guerre d'enchères avant midi. Mais qui est le propriétaire? C'est uniquement à mon nom. J'ai apporté l'acte de propriété ici. Assurez-vous que le contrat stipule que l'appartement doit être vacant à la clôture. J'ai posé l'acte de propriété sur son bureau. Je suis allé voir 2 autres agences et leur ai donné exactement le même mandat. Puis je suis retourné à l'appartement conjugal. Avant midi, le premier agent a appelé, Solange, j'ai un acheteur. Il est prêt à virer un acompte de 100 € tout de suite. Clôture dans 3 jours, comme vous l'avez demandé. Oui, allez-y, ai-je dit. Au moment où les 100 € ont atteint mon compte bancaire, un sourire froid a tiré mes lèvres. À 14 heures, un serrurier que j'avais engagé est arrivé à la porte. Je dois remplacer complètement le clavier numérique. Installer un nouveau code complexe et aléatoire, lui ai-je demandé. Pendant que le serrurier démontait la porte, j'ai traversé l'appartement. J'ai ouvert le placard de Michel. Le lourd parfum musqué flottait de ses chemises parfaitement repassées et de ses costumes sur mesure. J'ai sorti 3 énormes sacs poubelles noirs très résistants. J'ai commencé à tout y fourrer violemment. Ses costumes, sa boîte Rolex dont il se vantait tant, ses stylos plumes coûteux, ses ceintures. J'ai traîné ses clubs de golf tant prisés hors du placard et les ai empilés près de l'entrée principale, juste à côté des sacs poubelles qui débordaient. Quand j'ai attaché le dernier sac, j'ai essuyé la sueur de mon front du revers de la main. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau de l'entreprise 1 heure plus tôt que d'habitude. Peut-être parce que je me forçais trop. Une douleur sourde et lourde lançait dans mon bas-ventre, comme le médecin l'avait averti. J'ai pressé ma main dessus un instant et j'ai continué à marcher. Je me suis dirigé directement vers la salle de conférence du 4e étage, passant devant le bureau du PDG. Maître Dubois et le chef comptable, Monsieur Moreau, attendaient déjà avec des piles de dossiers. Solange, tout ce que vous avez demandé est prêt. Nous devrions d'abord appeler le chef de la sécurité, a dit Maître Dubois gravement. J'ai appelé le chef de la sécurité.
Marc, à compter d'aujourd'hui, révoquer tous les accès du PDG Michel. Désactiver son badge, son laissez-passer de parking et effacer ses données biométriques des portes du hall, de l'étage exécutif et de l'entrepôt. Chaque point d'accès. Marc a dégluti. Solange, vous êtes sûr de ça? La résolution d'urgence du conseil d'administration lui sera formellement signifiée sous peu. Nous le verrouillons préventivement. S'il tente d'entrer, demandez à votre équipe de l'arrêter. Emballez ses effets personnels de son bureau dans une boîte en carton. Marc a essuyé son front et est parti précipitamment. Ensuite, Monsieur Moreau a poussé 2 épais classeurs vers moi. Solange. J'ai imprimé 3 ans de relevés détaillés des cartes de crédit d'entreprise de Michel. Dès que j'ai ouvert le classeur, les reçus m'ont lacéré les yeux comme des lames. Location de Mercedes-Benz au nom de Justine. 1200 € par mois. Achat de luxe aux Galeries Lafayette, carte de Béatrice 1500 €. Boutique Hermès et Chanel. Carte de Chloé 2800 €. Frais de service en chambre dans les hôtels de luxe. Page après page. Monsieur Moreau a désigné le total final. Sur 3 ans, Michel a détourné plus de 400 000 € de fonds de l'entreprise exclusivement pour Justine. Si vous incluez les achats de luxe pour sa mère et sa sœur, il a détourné près de 600 000 € de l'entreprise. Je n'ai pas laissé mon expression se briser. Au lieu de cela, j'ai souri, un sourire sombre et satisfait. Excellent travail. Imprimez un exemplaire maître de ce dossier. Je le porterai au poste de police cet après-midi. En quittant le bureau, je me suis dirigé directement vers la brigade financière de Paris. J'ai étalé le classeur devant le détective. Pointant ligne par ligne, j'ai dit, détective, ce sont toutes des transactions par carte de crédit d'entreprise. Michel a utilisé les fonds de l'entreprise pour une maîtresse personnelle et pour des virées shopping de luxe pour sa famille, causant un préjudice financier direct à la SARL. Je dépose une plainte pour détournement de fonds et fraude d'entreprise. Le détective a remonté ses lunettes, feuilletant les pages. Il a hoché la tête gravement. Madame, avec des montants aussi élevés et des preuves claires d'utilisation personnelle, nous enverrons cela directement au bureau du procureur. Cela justifie facilement un mandat d'arrêt pour crime. Nous déposerons la plainte formelle et je signalerai son passeport pour son retour dans le pays. Détective, il atterrit demain après-midi, ai-je ajouté en apposant ma signature sur la plainte. À 16 h, je suis entré au tribunal de grande instance de Paris et j'ai déposé une injonction d'urgence pour geler les comptes bancaires personnels de Michel. Alors qu'ils apposaient le sceau final sur la pétition, j'ai regardé par la fenêtre du tribunal. Le vent fouettait les feuilles d'un érable, les arrachant vers le ciel nuageux. Le 3e jour de leur voyage à Paris, les déménageurs sont arrivés au domicile conjugal. Quels articles emportons-nous, madame? Juste mes vêtements du placard principal, la grenouillère encadrée de la coiffeuse, et quelques livres du bureau. Laissez tout le reste, ai-je dit calmement. Pendant que les déménageurs travaillaient, j'ai soigneusement placé les sacs poubelles noirs contenant les affaires de Michel au centre du salon vide. Sur les sacs, j'ai posé 2 enveloppes cartonnées, une copie de la plainte pénale pour détournement de fonds et une copie de l'ordonnance du tribunal civil gelant ses comptes personnels. Lorsque le camion fut chargé, j'ai jeté un dernier coup d'œil à l'appartement vide et j'ai réinitialisé la nouvelle serrure numérique. Avec un clic lourd, la porte massive fut scellée. En arrivant chez mes parents en banlieue, ma mère et mon père m'attendaient dans le salon. Entre, ma chérie. Laisse les sacs là, a dit mon père, m'aidant avec mon manteau. J'ai posé les sacs et j'ai baissé profondément la tête. Maman, papa, je suis désolé d'être encore un fardeau pour vous. Ma mère a doucement pris mes poignets et a haleté. Solange, pourquoi tes mains sont-elles si froides? Tu es aussi pâle qu'un fantôme. As-tu pris le médicament que l'hôpital t'a donné? Sa voix tremblait de larmes retenues. J'ai enroulé mes mains autour des siennes et j'ai offert un petit sourire. Je vais bien, maman. Le docteur m'a dit de me reposer, et j'ai été un peu têtu. Maintenant que les choses urgentes sont réglées, je vais dormir pendant des jours ici. Ma mère a mordu sa lèvre et a détourné le regard, incapable de parler. Mon père s'est éclairci la gorge. Tu t'es occupé des affaires. Les cartes d'entreprise sont gelées. L'accès au bureau est révoqué et les rapports de détournement de fonds et les gels de comptes sont déjà déposés. Maintenant, nous attendons. Dans 24 heures, ils viendront ramper à genoux jusqu'à cette même maison.
Mon père a poussé un long soupir et a serré mon épaule. Tu as bien fait, Solange. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Posséder les biens est ce qui te maintient en vie. J'ai caressé la main de mon père en sirotant le thé chaud que ma mère m'avait apporté. Pour la première fois depuis des jours, la plus petite chaleur s'est répandue dans ma poitrine. Quand la nuit est tombée sur la maison de mes parents, l'horloge a sonné 23 heures. À Paris, c'était le matin et je savais que mes beaux-parents dégustaient probablement un petit déjeuner opulent dans un restaurant étoilé Michelin. Je n'avais pas besoin d'être là pour imaginer la scène parfaitement. Je me suis assise dans le salon de mes parents, faisant glisser une épaisse pile de documents à mon père. Papa, voici un billet à ordre et un suivi d'actifs mis à jour pour les 500 000 € que vous nous avez prêtés. Maître Dubois voulait le blinder pour que Michel ne puisse jamais prétendre que le capital de départ était le sien. Mon père a ajusté ses lunettes, lisant attentivement les pages. C'est blindé, n'est-ce pas? Pas de faille pour lui. Maître Dubois a examiné chaque ligne. Il n'y a absolument aucune place pour que Michel réclame un seul centime. Mon père a pris son stylo et a lentement signé son nom. Le grattement du stylo a rempli la pièce silencieuse. Au moment où il a fini, mon téléphone a vibré avec un message de Maître Dubois. Solange, la banque a officiellement gelé les comptes personnels de Michel. Son solde disponible est maintenant de 0. Les cartes d'entreprise seront systématiquement refusées à partir de midi, heure de Paris. J'ai hoché la tête lentement en fixant l'écran. À peu près au même moment, dans une boutique de luxe des Champs-Élysées, Béatrice brandissait un bracelet en diamant étincelant. Oh, Justine, tu as un œil incroyable pour ces choses. Tu vas vraiment m'acheter ça? Justine a souri gentiment pendant que Chloé prenait des photos sans fin pour ses réseaux sociaux. Michel s'est approché du comptoir du Ritz pour régler la facture de l'hôtel à 300 € la nuit. Je vais le mettre sur la carte de l'entreprise, a-t-il dit avec arrogance, glissant la carte dans la machine. Un message rouge vif de refus a clignoté sur l'écran. Surpris, Michel a sorti sa carte d'entreprise de secours. Refusé? C'est bizarre. Attendez, je vais utiliser ma carte personnelle. A marmonné Michel, une goutte de sueur froide coulant le long de son cou. Il a inséré sa carte platine personnelle. Compte gelé. Contactez votre banque. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ta carte ne marche pas? A demandé Justine, son sourire s'estompant alors qu'elle s'approchait du comptoir. C'est juste un problème de sécurité bancaire parce que nous sommes à l'étranger. Laisse-moi passer un coup de fil rapide, a bégayé Michel, évitant son regard. Justine a hésité. Puis elle a sorti une carte noire élégante de son sac de créateur. Passez-le sur celle-ci, a-t-elle dit au concierge. Sa voix avait perdu ce ton enjoué. Lorsque le paiement de 300 € a été effectué, elle n'a même pas regardé Michel. Elle s'est retournée et est partie. Assise dans le salon de mes parents, mon téléphone a de nouveau vibré. Maître Dubois, tentative d'utilisation des cartes d'entreprise au Ritz Paris. Protocole de sol nul parfaitement fonctionné. Carte personnelle refusée en raison du gel. Une brise froide a semblé balayer ma poitrine, éclaircissant l'air stagnant. Le lendemain matin, je me suis rendu à la succursale bancaire locale pour rencontrer le directeur. Solange, le gel des actifs de l'entreprise est complet. Les comptes personnels de Michel, qui détenait environ 15 000 €, sont entièrement saisis en vertu de l'ordonnance du tribunal civil en attendant l'enquête. Il ne peut pas retirer un seul centime. Merci. La banque a-t-elle envoyé les notifications automatiques par SMS sur son téléphone? Oui. En supposant qu'il soit à l'aéroport pour son vol de retour, il devrait les recevoir dès qu'il allumera son téléphone à Roissy-Charles de Gaulle. Chloé courait dans les boutiques hors taxes. Michel, regarde ce sac. Il ne coûte que 4 000 €. Mets-le sur la carte. Elle a poussé un sac à main en cuir rouge devant lui. Chloé, attends. Mes cartes font des siennes. Je te l'achèterai quand nous serons de retour en France. A murmuré Michel, transpirant abondamment. À ce moment précis, le téléphone de Michel a vibré avec une avalanche de notifications. Avis légal, résolution d'urgence du conseil d'administration. Vous êtes par la présente suspendu du poste de PDG. Alerte bancaire. Vos comptes personnels ont été gelés conformément à une décision de justice. Les doigts de Michel se sont raidis.
Béatrice, regardant par-dessus son épaule, a froncé les sourcils. Michel, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te fais virer de ta propre entreprise. Maman, détends-toi. C'est juste Solange qui joue avec les papiers. Je réparerai ça dès que nous atterrirons. La voix de Michel tremblait violemment, mais l'expression de Justine est devenue glaciale. Michel, l'entreprise est en fait à son nom. Tu m'avais dit qu'elle était à toi. Sa voix était dure et tranchante. Non, Justine, écoute-me. Ce n'est qu'une faille fiscale sur le papier. J'ai construit l'entreprise. C'est la mienne. Michel a essayé de lui prendre la main, mais elle l'a arrachée avec dégoût. Béatrice s'est faufilée entre eux, essayant de faire la médiation d'un ton d'une douceur écœurante. Oh, Justine, ne sois pas fâchée. Pourrais-tu juste acheter ce sac pour Chloé? Michel te remboursera le double à Paris. Justine a regardé Béatrice de haut en bas et a laissé échapper un rire sec et moqueur. Désolée, Béatrice. Je crois que ma limite de crédit est atteinte. Toute la couleur a quitté le visage de Béatrice. Sur le vol de retour, Michel était assis, la tête enfouie dans ses mains, serrant son téléphone. Dès qu'ils ont atterri et qu'il a eu du signal, il a composé mon numéro des dizaines de fois. Le numéro que vous appelez est indisponible. La voix automatisée tournait en boucle. Sa chemise de créateur était trempée de sueur froide. De retour à Paris, il pleuvait à verse. J'étais assise avec mon père, sirotant du thé chaud. Son avion vient d'atterrir, papa, ai-je dit, regardant les grosses gouttes frapper la vitre. Un message est apparu de Marc, mon chef de la sécurité. Le groupe de Michel a passé la douane. Justine est partie séparément et a pris sa propre voiture de luxe. Michel et sa famille se dirigent vers la station de taxi. Je pouvais parfaitement imaginer la scène dans le terminal. Michel tendant désespérément la main vers le manteau de Justine, la suppliant d'attendre alors qu'elle glissait dans sa voiture avec chauffeur sans regarder en arrière. Michel, Béatrice et Chloé traînant leurs lourds bagages, marchant d'un pas hébété vers la file d'attente des taxis. Dans le taxi, Béatrice a tapé l'adresse de son appartement de luxe aux résidences du parc. Michel, allons juste chez moi et reposons-nous. Mes jambes tremblent tellement, je ne peux pas me tenir debout. Maman, va te reposer. Je dois trouver Solange et arranger ça. A dit Michel, toute son arrogance de PDG complètement disparue. Le taxi s'est engagé dans le complexe alors que la pluie battait les vitres. Béatrice a traîné ses bagages jusqu'à l'appartement 1701 et a tapé agressivement son code. Bip. Erreur. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc? Elle a tapé à nouveau. Erreur. Alors qu'elle levait le poing pour frapper à la porte, un morceau de papier scotché au mur a attiré son attention. Avis, je suis la nouvelle propriétaire de l'appartement 1701. La démolition intérieure commence demain. Excusez-nous pour le désagrément. Les mains de Béatrice tremblaient en lisant le papier. Ses jambes ont cédé et elle s'est effondrée sur le sol du couloir. Michel, qu'est-ce que c'est? Qui a vendu ma maison? Quel fou a vendu ma maison? Son cri a résonné dans le couloir. Maman, le nom de qui était sur l'acte de propriété? A demandé Chloé, pointant un doigt tremblant vers la vie. C'était au nom de Solange, mais ça n'a pas d'importance. C'est ma maison. Béatrice a pleuré, les larmes coulant sur son visage. Michel a mordu sa lèvre si fort qu'elle a saigné. Il a laissé tomber sa valise et a sprinté vers l'ascenseur. Maman, Chloé, restez ici. Je vais trouver Solange. Il a hélé un autre taxi et a couru vers le bâtiment B, notre domicile conjugal. Il a sprinté jusqu'à la porte et a tapé violemment sur la serrure numérique. Solange, ouvre la porte. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Alors qu'il frappait ses poings contre la porte, ses yeux sont tombés sur le paillasson. 5 énormes sacs poubelles noirs. Dessus, 2 enveloppes manille immaculées. Avec des mains tremblantes, il a déchiré la première enveloppe. Plainte pénale, détournement de fonds et fraude d'entreprise. Il a déchiré la seconde. Ordonnance du tribunal, gel des actifs. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Michel est tombé à genoux, serrant les papiers alors que tout son corps convulsionnait de terreur. Sous la lumière vacillante du couloir, son ombre semblait pathétique et petite. Pendant ce temps,
chez mes parents, Marc a appelé. Solange, Michel est à genoux devant votre ancien appartement. La sécurité du bâtiment sait ce qui se passe, donc ils n'ont pas encore appelé la police. Compris. Mettez 2 gardes supplémentaires dans le hall de l'entreprise demain matin. J'ai raccroché le téléphone. Le lendemain matin, l'air d'un rat noyé dans son costume froissé, Michel s'est présenté dans le hall de l'entreprise. Quand il a essayé de scanner son badge au tourniquet, 2 gardes de sécurité massifs lui ont bloqué le passage. Monsieur le PDG, excusez-moi, mais votre accès a été complètement révoqué, a dit Marc, brandissant un document plié. Résolution d'urgence du conseil d'administration. Vous êtes interdit d'accès. Vous avez perdu la tête? Je suis le PDG. C'est mon entreprise. A crié Michel, attrapant Marc par le col. Les autres gardes ont instantanément épinglé les bras de Michel derrière son dos. Michel, si vous devenez violent, nous appellerons la police. Marc a averti calmement. Un garde a laissé tomber une petite boîte en carton au pied de Michel. Nous avons fait vos cartons. Prenez-les et partez. Michel a regardé vers le bas. Un verre de whisky, un stylo plume et une photo de la fête de Noël de l'année dernière. C'était tout. Ses genoux ont fléchi et il a trébuché hors du hall sous la pluie glaciale. Michel a regardé frénétiquement autour du parking. Il a aperçu la Mercedes noire de Justine au ralenti près de la rue. Il a couru vers elle, serrant sa boîte en carton. Justine, s'il te plaît, aide-me. Juste cette fois. Il a tiré sur la portière passager, mais elle était verrouillée. La vitre teintée s'est abaissée de quelques centimètres. Justine l'a regardé. Toute sa douceur parisienne avait complètement disparu. Michel, est-ce vrai qu'il n'y a pas un seul actif à ton nom? Justine. Non, écoute. Je n'ai plus rien à entendre. Au revoir, Michel. La vitre s'est relevée et la Mercedes a filé, éclaboussant une flaque d'eau sale sur les chaussures de Michel. Il est tombé à genoux au milieu du parking, laissant tomber sa boîte en carton. Le verre de whisky s'est brisé sur l'asphalte, et le stylo plume a roulé dans un égout pluvial boueux. De retour dans ma chambre d'enfant, j'ai doucement essuyé le verre de la grenouillère blanche encadrée sur ma coiffeuse. Le tissu pur brillait sous la douce lumière de la lampe. Le rythme régulier que je sentais de ce petit vêtement correspondait à mes propres respirations profondes et contrôlées. Pendant que Michel était à genoux sous la pluie, Béatrice et Chloé vivaient leur propre cauchemar, traînant leurs valises dans la rue sous le déluge. Béatrice a finalement attrapé le pantalon du costume de Michel quand ils se sont retrouvés devant un motel bon marché. Michel, nous n'avons même pas 80 € pour réserver une chambre de motel. Mes cartes sont bloquées. Tout est bloqué. Ses cheveux étaient collés à son front. Maman, lève-toi. Les gens nous regardent. Michel a essayé de la relever, mais elle est restée collée au trottoir. Michel, où sommes-nous censés dormir? Nous rentrons en France et nous sommes sans abri. Comment est-ce possible? Chloé a tapé du pied, serrant son téléphone contre sa poitrine. Michel a essuyé la pluie de son visage. Maman, Chloé, allez attendre dans ce restaurant ouvert 24h24. Vous pouvez acheter un café pour 4 €. Je vais aller à l'appartement de Justine et la supplier pour un prêt. En arrivant au gratte-ciel de luxe de Justine, Michel a sonné son interphone sans relâche. Finalement, il y a eu un clic. Justine, s'il te plaît, ouvre la porte. Je peux arranger ça. Je jure. La voix de Justine a traversé le haut-parleur comme un couteau. Si tu te montres encore une fois à mon immeuble, j'appellerai la police et je déposerai une ordonnance restrictive. Disparaît, Michel. L'interphone a été coupé. Au restaurant, Chloé supprimait frénétiquement des photos de son Instagram, le salon VIP à Paris, le repas étoilé Michelin, les sacs de créateurs, mais il était trop tard. Son groupe de discussion explosait. Chloé, pourquoi as-tu supprimé les photos de ta nouvelle belle-sœur? Il s'est passé quelque chose? J'ai tout fait en capture d'écran, lol. Tu ne vas pas nous la présenter? Le visage de Chloé est devenu rouge. Elle a balayé les notifications et a appelé frénétiquement ses amis, demandant un prêt. 2 ont ignoré l'appel. Le 3e a répondu, mais a été brutalement froid. Tu me dois encore 200 € du mois dernier.
Tout le monde sait que ta famille est ruinée maintenant. Ne m'appelle plus. Chloé a laissé tomber son téléphone sur la table collante du restaurant et a éclaté en sanglots. L'après-midi suivant, Michel a reçu un SMS de la brigade financière de Paris. Michel, vous êtes par la présente convoqué pour un interrogatoire concernant des accusations de détournement de fonds aujourd'hui à 14 heures. Assis dans la salle d'interrogatoire, le détective a claqué l'énorme classeur sur la table métallique. Michel, une location de Mercedes pour Justine, des dizaines de milliers aux Galeries Lafayette pour Béatrice, des sacs de créateurs pour Chloé. Tout facturé au compte de l'entreprise. Détective, c'était des dépenses professionnelles. Des frais de représentation, a bégayé Michel. Le détective s'est penché en avant. Expliquez-moi exactement comment la location d'une voiture pour Justine, votre maîtresse, qui n'est même pas une employée, peut être considérée comme des frais de représentation. Je serai direct avec vous sur ces chiffres. Nous allons demander une caution extrêmement élevée. Étant donné que vos comptes sont gelés, vous ne pourrez pas la payer. Vous risquez une lourde peine de prison. Le visage de Michel est devenu livide. Il a agrippé le bord de la table. Détective, s'il vous plaît, donnez-moi du temps. Laissez-moi parler à ma femme. Je peux arranger ça avec elle. Pendant ce temps, de retour chez mes parents, mon père et moi examinions les derniers documents, le plan de restructuration de l'entreprise, la requête en divorce et l'ordonnance restrictive du tribunal de la famille qui avait été accordée ce matin-là. L'ordonnance restrictive est active, Solange. S'ils s'approchent à moins de 100 mètres de cette maison, la police les arrêtera immédiatement, a dit mon père. J'ai également engagé 2 gardes de sécurité privés. Ils attendent à l'entrée. Bon travail, papa. J'ai passé mes doigts sur la dernière page de la requête en divorce. La section pour le partage des biens était complètement vide. Il n'y avait rien à diviser. La pluie dehors se transformait en déluge. Du bout de la rue, le bruit de pas traînant se mêlait à la pluie. Ma mère est entrée dans le salon depuis la cuisine, regardant nerveusement par la fenêtre. Solange, je crois qu'il y a quelqu'un à l'entrée. Je me suis levé lentement et j'ai marché vers la fenêtre. À travers la vitre striée de pluie, 3 silhouettes floues se tenaient devant le portail en fer, tremblant sans parapluie. Je suis allé dans le couloir et j'ai pris un grand parapluie de golf noir. Solange, tu veux que j'aille là-bas avec toi? A demandé mon père, se levant. Non, papa. Je m'en occupe seul. Donnez juste le signal aux gardes de sécurité. Alors que je sortais sur le porche, les cris des 3 personnes ont franchi le mur. Solange, Solange, s'il te plaît, ouvre la grille. S'il te plaît, la voix de Michel était rauque et désespérée. Solange, j'ai eu tort. J'ai été une belle-mère horrible. S'il te plaît, laisse-nous entrer. Béatrice a gémi, sanglotant de manière incontrôlable. Solange, je suis tellement désolé. Je suis une personne horrible. A ajouté Chloé, formant un cœur pathétique de misère sous la pluie. J'ai retiré mes pantoufles et j'ai enfilé une paire de chaussures plates confortables. J'ai ouvert le parapluie et j'ai marché le long de l'allée. À travers les barreaux de la grille, le visage de Béatrice strié de larmes était pressé contre le fer. Solange, tu te souviens de ce que j'ai dit quand je t'ai reproché d'avoir perdu le bébé? J'étais folle. J'étais hors de moi. Je suis désolé. Béatrice est tombée à genoux dans les flaques, se frappant la poitrine. À côté d'elle, Chloé tenait quelque chose au-dessus de sa tête sous la pluie battante. C'était un morceau de papier trempé et froissé. Une capture d'écran imprimée de sa publication Instagram avec Justine. Solange, je suis tellement désolé. J'étais hors de moi quand je l'ai appelée ma belle-sœur. J'étais une idiote superficielle. S'il te plaît, pardonne-moi. L'encre sur le papier coulait sur ses poignets. J'ai poussé le portail en fer de quelques centimètres. La seconde où il a grincé, Michel s'est jeté sur le trottoir mouillé, essayant d'atteindre la pointe de mes chaussures. Solange, Solange, s'il te plaît, sauve-me. J'ai eu tort. J'ai tellement eu tort. S'il te plaît. Ses doigts ont effleuré le cuir de mes chaussures plates. J'ai reculé lentement et calmement, repoussant sa main du pied. Retirez vos mains de moi, Michel. Pour la première fois de ma vie, ma voix avait une autorité absolument glaciale. Le visage de Michel est devenu complètement pâle.
De l'intérieur de mon manteau, j'ai sorti une pile d'enveloppes cartonnées. Je les ai laissées tomber une par une dans les flaques à leurs pieds, la requête en divorce, la plainte civile pour dommages et intérêts, une copie de l'ordonnance restrictive et mon refus formel de retirer la plainte civile ou de coopérer à sa défense pénale. Alors que l'enveloppe s'imbibait de l'eau boueuse, les mains de Michel tremblaient de manière incontrôlable. J'ai tourné mon regard froid vers Béatrice. Béatrice, je n'ai pas oublié un seul mot que vous m'avez dit. Vous avez dit que je ne pouvais pas garder un bébé après 10 ans. Vous avez dit que vous aviez honte de m'appeler votre belle-fille. Vous avez dit que cela vous dégoûtait de me voir allongé dans mon lit. Béatrice a tressailli violemment à chaque phrase. Vous avez planté un clou dans une mère qui venait de perdre son enfant. Maintenant, ce même clou vous sera rendu en plein cœur. J'ai regardé Chloé, et vous. Vous avez exhibé des sacs de créateurs achetés avec de l'argent volé et vous m'avez poignardé dans le dos avec un sourire. Vous allez brandir cette photo au-dessus de votre tête pour le reste de votre misérable vie. Enfin, j'ai baissé les yeux sur Michel. Vous avez construit cette entreprise. Vous n'avez rien construit. Vous avez volé l'argent de la retraite de mes parents pour jouer au PDG. Vous ne recevrez absolument aucune pitié. J'ai légèrement déplacé le parapluie. Quittez la propriété de mes parents. J'ai fait un geste subtil vers la maison. Les 2 gardes de sécurité privés sont immédiatement sortis de l'ombre, bloquant le portail avec leur corps massif. À ce moment précis, le hurlement des sirènes de police a traversé la tempête. Une voiture de police s'est arrêtée au bord du trottoir, ses lumières rouges et bleues clignotant. 2 officiers sont sortis sous la pluie. Nous avons un signalement d'une violation d'une ordonnance restrictive du tribunal de la famille et d'une intrusion. Tous les 3 sont en état d'arrestation. La voix de l'officier était ferme et forte au-dessus du tonnerre. Officier, s'il vous plaît, laissez-moi juste parler à ma femme, a supplié Michel, attrapant la manche du policier. L'officier a doucement tordu les bras de Michel derrière son dos. Le clic métallique froid des menottes a retenti sèchement. Béatrice et Chloé ont été rapidement détenues par le 2e officier. Alors qu'il poussait Michel à l'arrière de la voiture de police, il m'a regardé une dernière fois. Solange. Solange, s'il te plaît. Juste une fois. Sa voix a été engloutie par la tempête. Je n'ai même pas regardé son visage. Je me suis retourné, j'ai tiré le lourd portail en fer et je l'ai verrouillé. Le lourd verrou s'est mis en place avec un bruit satisfaisant. Un mois plus tard, par un après-midi clair et lumineux, j'étais assise sur la chaise de bureau exécutif du PDG, au dernier étage du siège de l'entreprise. Je portais un tailleur impeccable. Chaque trace de Michel avait été effacée de cette pièce. Sur le bureau en acajou se trouvait une pile de documents d'approbation finale pour notre nouveau trimestre. J'ai pris mon stylo plume et j'ai signé mon nom, Solange, avec des traits fermes et nets. Alors que le stylo grattait le papier, la lumière du soleil a éclairé un petit cadre soigneusement placé sur le coin de mon bureau. Derrière le verre, la grenouillère blanche tricotée à la main était parfaitement étalée. J'ai posé le stylo et j'ai tendu la main, touchant doucement le verre. J'avais l'impression que le tissu derrière le cadre absorbait la chaleur de ma paume. Je me suis levé et j'ai marché vers les baies vitrées. En dessous de moi, l'immense entrepôt et les parkings de l'entreprise bourdonnaient d'activité. Au-delà, les feuilles d'automne d'un érable se balançaient doucement dans la brise. J'ai posé une main délicatement sur ma poitrine. Sous ma paume, un battement de cœur régulier et inébranlable battait avec une force indéniable. Cette petite étoile qui avait cessé de scintiller sur un moniteur sombre il y a un mois n'avait pas vraiment disparu. Elle avait simplement pris racine au plus profond de mon cœur, me donnant la force de battre avec un rythme différent, beaucoup plus puissant. En regardant mon reflet dans la vitre, un sourire lent et doux s'est étendu sur mon visage. Il y a des gens dans ce monde qui endurent en silence. Et il y a ceux qui piétinent cette endurance. Mais le temps que vous passez à vivre avec un effort authentique et honnête ne disparaît jamais vraiment. Ce que j'ai protégé n'était pas seulement de l'argent ou une entreprise. C'était la dignité inébranlable d'un être humain qui a refusé d'être détruit. À tous ceux qui portent une douleur cachée, endurant en silence jour après jour, rappelez-vous que le temps que vous avez passé à vous battre n'est jamais vain. Là où il y a de la résilience, la lumière finira par percer.